Moi, mon souhait, c'est que 2026 se passe comme 2016 dans la fête, où tout le monde candidate et on choisit simplement, librement, indépendamment dans les urnes notre président et le Bénin continue. Monsieur Seth, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez fait un Bonjour. tour en Russie afin de faire de la diplomatie panafricaine. Donc, dites-nous, quelles sont aujourd'hui les relations entre Kémy Seba, le Parti des démocrates, et est-ce que Monsieur Kémy Seba est toujours sur la liste de la candidature pour être candidat aux élections de 2026? Merci beaucoup, Monsieur Jean-Yves. Euh, En réalité, je sais qu'il y a des pourparlers, des discussions informelles entre des cadres du Parti des démocrates et le clan Kémy Séba. Je sais aussi qu'en interne, il y a beaucoup de résistance liée justement à ce que j'ai toujours dénoncé, qui est la gérontocratie, cette, euh, cet instinct de nos aînés à penser qu'ils sont les seuls détenteurs de la science infuse, que sans eux, la nation court au péril. Donc, je le dis clairement, je pense qu'au sein du Parti des démocrates, il y a une frange qui est plus âgée, qui est totalement contre ce changement de paradigme, en tout cas cette direction. Par contre, il y a les jeunes du parti, beaucoup de jeunes du parti, qui sont vraiment ouverts à l'idée qu'on change pour une fois les choses et euh, que le parti soit ouvert à la proposition de Kimi. Mais ce qui est important ici à préciser, c'est que personne au sein du parti aujourd'hui ne peut dire qu'il n'est pas au courant de ce que Kémy Seba a proposé, s'est proposé pour être le candidat du parti. Maintenant, on sait très bien qu'à l'approche des élections, il va se poser le problème de, OK, bon, vous avez refusé Kémy Seba, qui est-ce que vous mettez sur place? Qui est-ce que vous placez? Parce qu'après, Kémy Seba, quand même, c'est une personnalité forte, c'est quelqu'un qui a quand même depuis 25 ans milité sur le terrain politique, panafricain, panafricaniste si vous voulez, et diplomatique. En fait, Kémy Seba a un atout que très peu de gens peuvent se targuer d'avoir dans le Parti des démocrates, c'est que Kémy Seba ne se présente plus. En tout cas, dans l'esprit des gens, la plupart des gens, Kémy Seba n'a plus, ce n'est plus le candidat qu'on doit faire connaître aux gens. Je dis ça dans une certaine proportion. Contrairement à certaines personnes qui ont des prétentions au sein du parti, qui ne sont peut-être connues que dans leur fief, ou dans leur région, ou au sud et pas au nord. Donc ça, c'est un atout, par exemple, que si les gens étaient honnêtes, ils pouvaient exploiter, encore que sur les questions idéologiques, on n'est pas totalement opposé, c'est-à-dire que les questions de souveraineté, que ce soit alimentaire, monétaire, énergétique, militaire, euh, en fait, sur ces questions-là, si on est des patriotes, je pense qu'on part sur une bonne base. Donc, idéologiquement, on n'a pas de problème. En fait, cela me ramène d'ailleurs sur la problématique des partis politiques au Bénin, sur la question du choix laissé aux populations. C'est-à-dire, quand nous aurons les démocrates, les, les, les UPistes ou bien, je ne sais pas, les progressistes et les autres là, le bloc républicain, mais en termes d'idéologie, d'accord, de gouvernance, on ne nous laisse pas le choix parce que tous ces partis-là sont des partis social-démocrates, c'est-à-dire que tous ces partis-là ont une même vision de la société, c'est-à-dire libéralisme économique et démocratie Nescafé, comme le dirait l'autre. Alors que dans une société, vous avez beaucoup de tendances idéologiques. Vous avez nous autres, les panafricanistes, qui nous réclamons d'un socialisme africain, l'Ujamaa, comme le disait Julius Nyerere, et il y a d'autres qui sont des conservateurs, des traditionalistes. En fait, il y a plein de courants de pensée. Ça veut dire que légitimement, une bonne partie des Béninois pourraient ne pas se retrouver dans aucun des partis
qui seraient représentés lors de la course finale. Donc, tout ce qu'on évoque ici par rapport au code électoral et par rapport à la Constitution et tout ça, le problème fondamental pour moi, c'est ici. Si on fait des réformes après et que même les autres obédiences, les autres idéologies ne sont pas capables d'être représentées, ça n'aura toujours pas de sens. Donc, voilà globalement la situation au niveau des démocrates. Je sais qu'il y a des discussions, mais voilà. On va, il n'y a pas trop de suspense. Moi, je sais, je connais, et comme le dit Kémy Séba lui-même, il y a une mentalité de boutiquier chez beaucoup d'hommes politiques ici, qui créent des partis pour la plupart du temps pour monnayer des postes politiques et non pas pour défendre une vision réelle de la société. Et on va dire, cette entrave les empêche de savoir exactement où se trouve leur intérêt aujourd'hui. Moi, quand je lance une vue, un regard panoramique sur les démocrates, je sais qu'il y a des gens très brillants, hein, il y a des gens très brillants, des professeurs, de hauts fonctionnaires et tout ça là. Mais en termes de popularité, en termes de projets politiques, en termes d'aura même et allez, je ne vais pas dire charisme, je vais dire culot. Parce que pour affronter un système aujourd'hui qui est capable d'emprisonner les gens à tout va, de briser des carrières, de faire de l'intimidation financière et de fermer des journaux, euh, envoyer des gens en exil et tout ça, en face, il vous faut des gens quand même qui sont prêts à en découdre. Et politiquement, justement, des gens qui ont le courage. Et je suis totalement désolé de vous dire, quand je dis ça, il y a une image qui me vient à la tête d'une initiative des démocrates, justement, sans vouloir jeter l'opprobre sur eux. Mercredi noir ou un truc comme ça, où je vois la vidéo, ils sont tous debout sous un arbre, une dizaine de personnes, avec les bras ballants comme ça, collés au corps, comme des cache-cesses, voix tremblotantes, regard vers le sol. Bon, en fait, une attitude de défaitiste, alors que dans leur position, ils ont tous les droits, en fait, toute la largesse d'être un parti fier, qui donne de la voix et qui fait des actions spectaculaires. Sortir des sentiers de la victimisation et trouver des leaders charismatiques qui peuvent rassembler des centaines de milliers de gens dans la rue. Parce que ce qui se passe au Bénin aujourd'hui aurait pu donner lieu à des manifestations comme on en a vu au Sénégal, où des gens investissent vraiment la rue. Seulement, pour que cela arrive, il faut des leaders, il faut des gens Monsieur Seth, je vais qui, vous poser une question, Monsieur qui Seth. incarnent cela. Oui. Monsieur Seth, non, je ne veux pas le couper, je ne veux pas le couper, je ne veux pas le couper. Monsieur Seth, Oui. des gens disent Kémy Seba, d'accord. Il est courageux, d'accord. Il a ce charisme, d'accord. Mais quel est le combat qu'il a déjà mené pour le Bénin? Qu'est-ce donc bon, on peut bon. Donc Non, non, Monsieur Amon, Armand, Monsieur Armand, vous savez, même si on lui concède même l'audace et le courage, si on veut, certains Béninois se demandent quel est le combat ou quels sont les combats qu'il a menés pour le Bénin, pour les Béninois, pour le bien-être des Béninois depuis tout ce temps. Des gens se posent la question. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, Monsieur moi, Seth? je vais partir d'un axiome très simple, c'est que qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire quelqu'un qui se bat
pour tous les Noirs dans leur globalité. Il va de soi que il le fait aussi pour son peuple. Et maintenant, Mais on est nationaliste aussi d'abord. Non, 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 je vais revenir, t'inquiète. Tu me connais, je ne fuis aucun sujet. Euh, pour le cas spécifique du Bénin, je dois rappeler déjà, par rapport à l'intervention d'Armand, que Kémy Séba vit au Bénin depuis 2017. Et depuis 2018, lors d'un voyage dont je faisais partie justement sur la Côte d'Ivoire, au retour, je pense qu'à l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, c'est ça? Bon, si je me trompe pas, hein. Voilà, qu'il avait fait séquestrer et qui, déjà à l'époque, disait que si vous continuez à déranger, je le paraphrase, si vous continuez à déranger les intérêts de nos alliés, de nos partenaires, euh, nous serons obligés de restreindre les périmètres de vos libertés individuelles. En gros, c'était, tu vois, les menaces de mafieux, tu vois, les barons, les parrains de la pègre qui vous invitent dans leur bureau, qui vous menacent. C'est exactement ça. Et Kémy Séba a continué à mener ses activités, à voyager, à dire les mêmes choses, à faire les mêmes choses. On a été, lui en tout cas, j'étais avec lui lorsqu'on a été refoulé du Togo parce qu'il a critiqué fort. Guinée, pareil. Burkina, c'était très chaud sous Kaboré. Partout, ça veut dire que malgré les intimidations du régime de la rupture, Kémy Séba est resté fidèle à lui-même. Il a continué à vivre au Bénin dans un quartier populaire depuis 2017 jusqu'à ce qu'en 2024, sous une pression et sous on a eu des informations avérées que ça allait partir en sucette. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans une situation de péril, aussi brave que vous soyez, il faut que vous puissiez faire montre d'intelligence. Il ne servait à rien. À des moments, Kémy a accepté, il a pris le risque de se faire arrêter en sachant très bien les retombées et les répercussions médiatiques, politiques et diplomatiques que cela pouvait avoir, les incidences que cela pouvait avoir. Mais se faire arrêter, par exemple, par le régime de la rupture dans ce contexte-là, alors que dehors, il serait très utile pour le combat qui est en vue là dans quelques mois, je pense que c'était très stratégique de sa part de ne pas se faire prendre. Et de là où il est, Qu'est-ce qui nous prouve que s'il revient, il ne sera pas pris? Et ça sera un risque pour les démocrates si on le prend alors. non, mais écoutez, quand son pot se fait prendre à quelques semaines des élections, ce n'est pas pareil s'il s'est fait prendre 3 ans ou 2 ans avant les élections. En fait, il y a une question de timing. Donc, Ok. les, les, non, mais- 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 Monsieur Patrice Talon a fait quoi? Non, 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 à moi, on ne sera jamais d'accord si tu réfléchis, si tu raisonnes comme ça. Monsieur Patrice Talon, d'accord, qui a constitué toute sa fortune en utilisant la force de travail des Béninois et en monopolisant des pans entiers de l'économie béninoise, qu'est-ce qu'il a fait dans le quotidien des Béninois pour avoir mérité d'être président de la République? Parce que Non, si vous allez sur le terrain, moi, non, Armand, s'il te plaît. Monsieur Seth, vous voyez, le problème, ce n'est pas Monsieur Patrice non, Talon. C'est parce que. en Non, fait, monsieur, non, donnez-moi vous allez 30 me secondes, sortir, Monsieur Seth. vous allez me Vous savez, sortir vous savez le problème, c'est quoi, Monsieur Seth? Vous avez pris la parole, d'accord, en voulant comparer les actions de Kémy Séba avec celles de LD. Et c'est ça qui fait que ces questions sont en train de revenir. Vous voyez, Non, si il j'ai faut. jamais comparé, Je viens. j'ai jamais S'il faut comparé. aller dans une alliance, comme vous dites vraiment, quelle que soit la nature de cette alliance-là, je crois qu'à un moment donné, au niveau du langage, il va falloir vraiment revoir ça. C'est très important. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et ça Monsieur c'est de Geoffroy, l'intérêt de nous tous. Hein. Voilà. Monsieur Geoffroy, écoutez, en fait, on- on-
Non, non, je vais te dire exactement. En fait, quand je parlais d'idéologie, j'ai cité exactement de quoi il s'agissait. Surtout sur les questions d'autonomisation, de machin, je pense que c'est des questions sur lesquelles on peut s'entendre très rapidement. Après, sur la politique extérieure, d'alignement systématique sur la France, des emprunts tout azimut auprès des institutions internationales issues de 1945 et tout ça, sur cette question-là, il peut y avoir des divergences. Mais je ne pense pas qu'au sein des démocrates, il y ait une tendance à empêcher de façon délibérée le Bénin, par exemple, d'atteindre une certaine autonomie sur certains points. En tout cas, si vous analysez bien ce que j'ai dit, c'est là où j'en venais. Mais Mais Monsieur Seth, les oui, démocrates, ils ont voté à 100% pour l'adoption de l'éco au Bénin. Donc ça, c'est ça, Non, c'est non, non. totalement en Yves, contradiction Jean-Yves, avec Jean-Yves, votre idéologie, par n'entrons pas exemple. dans ça là. Laissez-le continuer, s'il vous plaît. Parce que, parce que moi, j'ai Monsieur Seth, entendu, veuillez chuter, s'il vous ils plaît. n'ont pas de cran. Ils n'ont pas de cran, ils n'ont pas de charisme. Sur le terrain, il n'y a pas j'ai d'audace. Alors j'ai jamais. qu'on voit, Écoutez, en fait, Monsieur Geoffroy et Amand, je sais oui, que vous êtes de bonne foi, mais bien sûr. cette tendance à prendre seulement ce qui vous arrange et à reformuler des phrases toutes faites, moi je n'aime pas parce que j'ai très bien dit qu'au sein des démocrates, il y avait des gens des têtes bien pensantes, d'éminents professeurs et tout, mais en fait, qui représente l'image de marque aujourd'hui des démocrates? Qui aujourd'hui est le porte-étendard des démocrates? Sur les réseaux sociaux, attendez, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les médias. Oui. Mais comment? Oui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand vous menez un combat, non, 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 monsieur Armand, je dis, non, je dis quelque chose de simple. Si les démocrates aujourd'hui veulent être dans l'efficience réellement, il faudrait aussi travailler sur l'image du parti, c'est-à-dire les gens qui représentent le parti et qui vendent l'image du parti doivent transmettre une certaine énergie, un langage corporel, un langage qui... Non, Ah, monsieur Abba. Monsieur Abba, peut-être, s'il vous plaît, s'il vous non, plaît. peut-être qu'en faisant... Bah, moi, je demande à j'espère, cette. Vous j'espère avez parlé de prochainement. posture des Écoutez, manifestants. Qu'est-ce qui empêche les panafricains à manifester avec une bonne posture? non, absolument. Ah bon, sur ce point-là, tu as totalement raison. Et ce que je dis, ce n'est pas pour tirer le parti vers le bas, c'est toujours pour que le parti ait plus de force. Aujourd'hui, et c'est justement ce qu'on reproche aux gens. Quand vous soulevez quelque chose qui ne va pas dans le système, ça veut dire que vous êtes contre le système. Alors que ce que je dis, ça n'a absolument rien à voir. Je dis simplement que par rapport au combat que nous sommes en train de mener, il faut que ces combats-là, justement, soient incarnés par des valeurs et des hommes. Aujourd'hui, ceux qu'on voit, en tout cas ceux qui sont mis en première ligne, envoient une certaine image. Et quand je te dis ça, je ne l'invente pas. Nous aussi, quand même, vous doutez bien qu'on discute avec des gens, qu'on a des retours et machin, et même au sein du parti. Donc, en réalité, ce que je dis là, je ne l'invente pas. Et de l'aveu même des membres, des membres du parti, et pas des moindres, il y a un problème de représentativité. Et peut-être Ceux que que c'est vous des problèmes indexez là, ce sont eux qui vont décider finalement, non? qui vont se résorber très bientôt. Maintenant, je vais chuter. Je vais chuter parce qu'à force de me couper, je ne vais pas finir. Je ne vais pas finir. Donc, je vais chuter. Que je salue d'ailleurs, avec lequel on a beaucoup de points de convergence. Mais Armand et Geoffroy, il faut savoir quelque chose. C'est pas parce que on est dans une optique d'alliance qu'il ne faut pas toucher du doigt ce qui ne va pas. Je vais vous rappeler un fait tout simple, c'est que le vice-président américain J.D. Vance, il y a quelques années, très récemment, traitait le président Trump d'idiot.
mais lorsque il a été question de joindre les forces et de travailler dans le sens d'une vision commune, euh, ils n'ont pas regardé les petites choses sur lesquelles ils ne s'entendent pas, mais ils ont surtout regardé les grandes valeurs sur lesquelles ils se rejoignent. Et pour revenir sur le propos de la patrie ou la mort, il disait justement que la constitution béninoise est discriminatoire. Ouais, je le confirme en disant que elle est d'autant discriminatoire que vous avez dans une région comme Saint-Martin où on peut élire des présidents de 21 ans démocratiquement dans les urnes, ou dans des régions comme la France même où à 39 ans on peut être président, et bien d'autres endroits où à partir de 20 ans, à partir de la majorité, tout simplement, tout citoyen peut être capable de porter un projet politique et demander l'assentiment et l'adhésion de toute la population. Donc, ça fait partie des questions sur lesquelles finalement il faudra revenir. Et je voulais aussi parler de la pertinence du fait de la création d'un poste de vice-président au Bénin désormais, parce que quand je regarde de 2021 à aujourd'hui, j'ai du mal à toucher du doigt concrètement l'apport de cette vice-présidence-là au Bénin, la contribution de ce personnage-là dans la vie politique béninoise. Je ne vois pas, d'autant que les dispositions de la Constitution nous permettaient d'éviter la vacance du pouvoir via le président de l'Assemblée nationale qui, en termes de représentativité, était très bien placé, qui préside les assises à l'Assemblée nationale. Donc, en réalité, Ça a été mis pour coaliser le Nord, c'est politique. bah, écoutez, on a toujours eu des présidents du Nord et du Sud, donc je ne vois pas. Si les gens du Nord veulent voter pour quelqu'un du Sud, si on veut créer un État-nation, un État où il n'y a plus les barrières de langue, d'ethnie, de religion et tout ce qui s'ensuit, est-ce que c'est Je ne dis pertinent? pas, non, je ne dis pas ça en support. Je dis justement que ça a été taillé sur mesure et ce n'est pas bien en réalité. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je dis, c'est que dans cette lutte de réforme même du code électoral et de la Constitution, si possible, il va falloir revenir sur tout cela. Monsieur Seth, il y a des choses, souvent on doit parler en PV, quoi. Sinon, c'est pas bon de souvent venir exposer ça ici. Sinon, c'est la commission, on est en train de livrer la LDA à la Bénédicte populaire en réalité. C'est ce que nous, on vous reproche. Exactement. Oui, oui, oui. Oh, j'ai été très attentif à tout ce qui a été dit, à tous les intervenants. Alors, est-ce que vous voyez tout ce qui a été dit là? C'est encore la manifestation du fait que la politique telle qu'elle a été pratiquée sous le régime en cours a semé des graines d'une division qu'on aura du mal et qu'on mettra du temps à extirper. Aujourd'hui, on est en train de s'écouter parler, de s'écouter faire une classification, une catégorisation entre les Béninois. On est en train de s'écouter, en train de découvrir que des personnes qui ont peut-être la moitié de mon âge sont en train de qualifier des gens qui ont 20, 30 ans d'expérience politique de personnes qui n'ont pas une envergure, de personnes qui n'ont pas de charisme. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à un Béninois de dire que l'autre n'a pas de charisme? Si je prends l'exemple du Sénégal seulement, je prends l'exemple du Sénégal à côté. Qui aurait imaginé que Bassirou Diomaye Faye serait aujourd'hui président de la République? Est-ce qu'il a le 20e en apparence de la fougue, de l'audace de Ousmane Sonko?
jusqu'à ce qu'il soit désigné candidat. Qui est-ce qui connaissait le nom de Bassirou Faye? Personne. Pourtant, aujourd'hui, il est le président de la République. En politique, tout n'est pas apparence. Tout n'est pas ce qu'on voit. Si aujourd'hui, vous constatez que la plupart des jeunes qui sont à la tête des pays, dans nos pays africains, arrivent soit par putsch ou par dévolution successorale, comme ça a été le cas au Gabon, comme c'est le cas actuellement au Tchad, comme ça sera peut-être le cas au Congo-Brazza ou en Guinée équatoriale ou peut-être au Cameroun. On peut dire que le seul pays dans lequel les jeunes sont arrivés aux élections, au pouvoir par élection, dans notre espace africain, c'est le Sénégal. Et le Sénégal, ce cas-là n'est pas arrivé par la seule volonté et par le seul combat d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko s'est retrouvé en prison comme Bassirou Faye. S'il n'y avait pas dehors des Sénégalais qui ont donné leur vie, des enfants qui se sont laissés tuer, ils n'ont jamais voulu mourir. C'est parce que justement il y avait cette population qui a exposé sa poitrine et qui a montré au Conseil constitutionnel, attention, si vous allez dans un sens qui n'est pas le bon, ce n'est plus nous seuls qui allons mourir, peut-être que vous aussi, vous allez y passer. Ousmane Sonko serait encore en train de pourrir dans les geôles sénégalaises. C'est dire en fait que quelle que soit la bravoure de quelqu'un, quel que soit le courage d'un autre, il aura toujours besoin peut-être d'un plus faible et qui n'a même pas le centième de son charisme pour l'aider, pour l'accompagner dans cette bravoure. Chez moi, en Bariba, on dit que quelle que soit la force du brave, quand il y a beaucoup trop de coups de gourdin, il finit toujours par s'affaisser. Dites ça C'est-à-dire dans que le dialecte. lorsque vous avez... Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent bâtons ici, donc je peux pas, je préfère le dire. Si je pouvais le dire en fond, je l'aurais dit. Mais c'est pour dire que le brave n'est pas brave tout seul. Et en Bariba aussi, on dit que lorsque tu es en train de marcher dans la rue et que quelqu'un te crache à la figure, quand tu prends ton boubou pour l'essuyer, c'est que tu ne représentes personne. Il faut que ce soit les autres qui viennent prendre leurs boubous les plus propres pour nettoyer cette souillure-là qu'on a jetée sur ta figure. Aujourd'hui, vous êtes en train de classifier. Vous allez vers des personnes que vous souhaitez qu'ils vous soutiennent. Parce que, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, c'est eux seuls qui ont la possibilité de vous porter. Vous allez vers eux, mais vous vous permettez déjà de l'extérieur de montrer en fait que vous ne considérez pas ces personnes et que vous apparaissez comme leur seule chance d'exister, alors qu'ils existaient avant vous. Ils ont mené des combats avant vous. Ils se sont hissés à un niveau avant vous. Comment vous voulez que ces personnes-là soient disposées à vous écouter? Je reviens encore pour dire que le combat, ce n'est pas de savoir qui est plus courageux que qui est plus brave que qui. Parce que vous ne savez pas, vous ne dormez pas dans les chambres de ces personnes. Vous ne savez pas ce que ces personnes-là subissent. Vous ne savez pas les assauts que le pouvoir fait à l'égard de certaines personnes avec des propositions politiques. Si ces personnes-là restent droits dans leurs bottes, ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie d'aller se dorer la pilule avec le pouvoir. Ce n'est pas non plus qu'elles n'ont pas envie, d'une manière ou d'une autre, de céder. Parce que croyez-moi, il y a des propositions devant lesquelles beaucoup de gens peuvent flancher. Rien que ça déjà, il faut le reconnaître à certaines personnes. Comme j'ai dit, ce n'est pas de monter sur un cheval blanc et de hausser le ton, de crier, de tenir des propos guerriers qui fait de moi un brave. Non, je peux le faire parce qu'on m'a envoyé le faire. On est sur le terrain politique. On peut feindre une opposition alors qu'on est dans une mission, dans un projet délibéré.
Rien de tout ça là, nous qui sommes extérieurs, nous ne pouvons pas avoir une idée pour analyser et évaluer la véracité de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait. Mais je dis, il y a quelque chose qui nous frappe tous. Et je pense que l'intelligence devrait nous amener à d'abord affronter cela. Il y a ce qui nous menace le plus, c'est cette guerre générationnelle. C'est cette guerre que je mène au sein de mon parti politique. C'est la même guerre que je mène au sein de mon parti politique parce que je dis, on ne peut pas reposer sur nos grands-pères pour faire certains combats. Parce que nos grands-pères, leurs besoins ne sont pas les nôtres. Ils ont peut-être des besoins de soigner leur prostate. Ils ont peut-être des besoins de s'assurer que leurs petits-enfants ne vont pas souffrir demain parce qu'il faut mieux se rapprocher du pouvoir plutôt qu'autre chose. Mais les besoins que nous on a, c'est le besoin de revendiquer que nous pouvons avoir notre voix qui doit compter. Aujourd'hui au Bénin, on nous empêche, on nous enlève la possibilité de choisir nos élus. On nous enlève la possibilité de choisir ceux qu'on veut avoir comme élus. Parce que certaines personnes s'entendent pour choisir les candidats. Le parrainage a été donné à un duo ici au Bénin. Combien ce duo-là a fait à la présidentielle? 2%. Je parie mes pauvres cheveux blancs que j'ai ici, que si Seth, que si Armand, que si l'afro-optimiste étaient portés candidats, ils auraient fait beaucoup plus que 2% parce que rien que la solidarité de la jeunesse les aurait hissés à un niveau donné. Parce que justement, nous voulons avoir d'autres têtes. Nous voulons avoir d'autres manières de penser. Je n'ai peut-être rencontré aucun d'entre vous sur le panel. Aucun. Mais on n'a pas besoin de se serrer la main ou de manger ensemble à tassi ou bien ignam pilé avant de trouver des points de convergence dans ce qu'on dit. On n'a pas besoin d'être dans la même chambre, de dormir ensemble, de partager la même boîte de nuit avant de réaliser que nous partageons certains problèmes, certaines manières de penser et peut-être certaines solutions qu'on pourrait apporter à certaines choses. En 2018, quand la charte des partis politiques a été adoptée, quand le code électoral a été adopté, je crois que chacun de vous a en mémoire, quand ils ont augmenté le nombre de personnes qu'il faut pour créer un parti politique. De 120 personnes, c'est passé à 1155 personnes. Pour déposer une liste législative, il fallait payer la caution de 249 millions de francs CFA. 249 millions. Ce sont ces deux dispositions. Je me rappelle comme si c'était hier, j'ai fait une interview sur Canal 3, c'était Tanguy Agoï qui m'avait invité. J'ai dit, nos aînés à l'Assemblée nationale. Et quand j'ai dit nos aînés, c'était la législature, la 7e législature. Ce n'était même pas encore la législature contestée de 2019. C'était en 2018. C'était la 7e législature. Vous vous rappelez facilement les noms de ceux qui siégeaient. C'est eux qui avaient adopté ce texte-là qui fermait la porte à tout renouvellement générationnel au niveau politique. Tout renouvellement générationnel qui n'était pas contrôlé par le pouvoir qui était là. Et c'est là que j'ai déclaré que si les clauses, les textes restaient en l'état, que moi je deviendrais opposant à la gouvernance Talon parce que j'aurais eu la preuve qu'on veut nous empêcher d'exister sur le terrain politique. On était en plein processus de création d'un parti politique. Et le principe qu'on avait adopté, c'était que pour les législatives, la liste serait à 100% paritaire, hommes et femmes. Et il n'y aurait personne sur la liste qui dépasserait les 55 ans. Parce que je me suis dit, on ne va quand même pas faire dans l'extrémisme et exclure toute la frange. Il y a certainement des aînés à nous qui nous seraient très utiles pour affronter l'Assemblée nationale parce qu'ils nous apprendraient comment ça se fait les questions orales, comment ça se fait les questions d'actualité et ils nous apprendraient aussi les rouages de l'Assemblée nationale, comment les négociations se font. Quand ils se sont rendus compte
du fait qu'il y avait une nouvelle génération qui voulait s'intéresser à la chose politique. Ils ont commencé d'abord par bloquer, mais ensuite ils ont continué à travers le code du numérique à réduire l'espace d'expression et aussi à travers le code du travail à rendre plus précaire la vie des jeunes béninois, mais aussi à travers le code pénal en mettant que dès que vous êtes condamné à plus de 3 mois avec sursis, c'est que vous devenez inéligible. Regardez le nombre de jeunes qui sont en prison depuis que ce régime est là. C'est autant de jeunes qui sont extraits de la sphère politique à cause de leur condamnation pénale. Si vous n'aviez pas vu cela, commencez à y réfléchir. Quel pays on peut construire sans sa jeunesse? Quel pays on peut construire en précarisant sa jeunesse? Le code du travail qui permet aujourd'hui de recruter quelqu'un sous CDD de manière indéterminée. Un CDD à durée indéterminée. Où est-ce que vous avez vu ça au monde? C'est vous dire en fait qu'il y a un plan qui a été concocté pour nous éloigner de la vie politique et ne prendre que parmi nous ceux qui se montreront les plus dociles. Ceux qui ne le seront pas, ils seront soit en prison, soit exclus. Et laissez-moi vous dire que ce syndrome de l'exclusion est pratiqué aussi au sein des partis politiques d'opposition. Parce qu'il y a naturellement à ce niveau aussi des personnes plus âgées que nous, beaucoup plus âgées, qui vivent dans la précarité et qui ne veulent absolument pas faire la place aux plus jeunes. Donc, je réitère encore, ne nous trompons pas de combat. Notre combat, c'est celui générationnel. C'est celui qui doit s'éloigner des propos qui disent que telle personne est plus brave qu'un autre. Aujourd'hui, Kemi Seba ne peut pas être candidat s'il ne demande pas l'aumône à un parti politique. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, Seth ne peut pas être candidat, peut-être parce qu'il n'a pas encore 40 ans, mais parce qu'il ne peut pas l'être sans avoir demandé, quémandé les parrainages auprès d'un parti politique. Est-ce que c'est normal? Pour moi, la réponse est non. Et c'est ce combat que je fais au sein de mon parti depuis toujours. Je dis, avant que vous n'ayez les parrainages, vous combattiez le parrainage. Moi, j'ai fait un recours à la Cour constitutionnelle, pas en tant que membre d'un parti politique, mais en tant que Nouroudine Saka Saleh. Et ce n'était pas le premier que je faisais. J'ai demandé, vu que vous étiez tout seul à l'Assemblée nationale et que vous avez tous les maires, le principe du parrainage, même si vous ne voulez pas l'enlever, rendez-le inapplicable au moins jusqu'à ce que les vices qui aient amené à adopter le parrainage là disparaissent, c'est-à-dire jusqu'aux élections de 2026. La Cour s'est déclarée incompétente parce que justement, il fallait contrôler les personnes qui viennent à la chose politique. Qui se souvient ici des débats politiques pour l'élection de 2021? On était beaucoup plus préoccupé par les tirs de Kalachnikov, par les tirs sur les maisons à glace jouer, par les tirs, par les arrestations de Nadine Okumasu qui ont été arrêtés. Est-ce que vous vous souvenez d'un programme politique qui vous a été présenté en 2021? Mais je pense que tout le monde se souvient du taux de participation qui était totalement humiliant. Je crois que tout le monde se souvient des vidéos qu'on a vues où des députés, sans être inquiétés, sont venus avouer qu'ils ont voté 600 fois, eux seuls. Je crois que chacun de vous a vu ici des vidéos où ce sont des chefs d'arrondissement dans des bureaux de vote qui ont voté en disant, bon, donnez 2 voix à ceux qui étaient sous l'oranger, là, sous le logo orange, pour qu'on ne dise pas qu'il y a eu trop de fraude. Je pense que tout le monde a vu ça. Aucun de nous n'en était fier. Mais pourtant, le président qui a été réélu était heureux de fêter sa réélection à 86%. Le combat que nous avons à faire, ce n'est pas de commencer à mettre des lunettes pour dire telle personne n'est pas charismatique, telle personne c'est la seule chance, telle personne c'est ci, telle personne c'est ça. La politique fait mentir tout ça. La politique détruit tous ces préjugés-là. Elle fait mentir tout ce qui se dit. Si vous voulez qu'il y ait un combat qui porte, c'est celui de se mettre tous ensemble et de dire on ne veut pas que quelqu'un se mette dans un bureau et choisisse pour nous les candidats. Il faut faire sauter le parrainage. 1.
Heureusement, aujourd'hui, le Parti des démocrates, qui ne parlait plus du code électoral, a recommencé à en parler dès que la condition d'élection des députés est devenue un peu plus difficile. Il faut saisir cette opportunité malgré eux. Il faut saisir cette opportunité pour dire, écoutez, on est tous aujourd'hui dans la même barque. Parce que si le code reste en l'état, vous n'aurez aucun député tant que ce régime-là restera là. Il faut contraindre le Parti des démocrates aujourd'hui, puisqu'il est le seul à l'Assemblée nationale, à aller faire tout ce qu'il y a de politique. Ils choisiront les méthodes qu'ils voudront. Ils ne sont pas députés pour leurs beaux yeux, ils ne sont pas députés pour aller se dorer la pilule là-bas. Ils sont députés pour aller normaliser les choses. S'il faut même avoir des accords politiques aujourd'hui, parce qu'il y a justement des brèches qui se créent au niveau de la mouvance, je le dis, je le maintiens, il n'y a qu'une fissure au sein de la mouvance qui pourra normaliser les choses comme on le souhaite. Il n'y a qu'une désobéissance au sein de la mouvance qui pourra normaliser les choses. Le Parti Les Démocrates a l'obligation d'aller combattre pour cela. Les députés du Parti Les Démocrates, qui sont aussi en danger que le reste de la population, que le reste de la jeunesse, ont l'obligation d'aller combattre pour cela. Tout combat qui sera fait en dehors de celui-là sera un combat d'ego qui va tous nous perdre, qui va tous nous amener dans le gouffre. Le seul combat qui vaille aujourd'hui, ce n'est pas de mettre des lunettes pour distribuer des bons points ou des mauvais points à X ou Y personne. Si le code reste en l'état, ni Kemi Seba, ni personne ne pourra être candidat sans l'autorisation de X ou Y au niveau du pouvoir. Et c'est notre choix, c'est notre droit de choix qui nous est contesté. Nous n'avons plus la possibilité de choisir nos élus communaux. Nous n'avons plus la possibilité de choisir qui on veut comme candidat. Et ça s'explique, ça se justifie, ça se prouve par le taux d'abstention qui est de plus en plus grand. Et partout où il y a de l'exclusion politique, nous serons toujours au devant de crises majeures au niveau politique. Ce n'est pas que le Bénin qui vit cela. La Côte d'Ivoire aussi vit le même phénomène. Le discours dans la nation est toujours pollué par les questions politiques. Ça finit par fatiguer tout le monde. Ça finit par dégoûter tout le monde. Plus personne n'a envie de parler de quoi que ce soit dans le Bénin que de la politique. Moi, je trouve ça dommage et malheureux. Un pays ne se construit pas seulement parce qu'on parle de politique. Action, réaction. On se dit, bon, tel parti est minoritaire, on vient raconter des salades à la télé, on vient faire ci, on vient faire ça, ça ne nous mènera nulle part. Et si nous, les jeunes, qui sommes la cheville ouvrière dans tous ces partis politiques, nous ne nous serrons pas les coudes pour dire, écoutez, vos petites bisbilles au sommet des partis, là, allez mettre ça là où vous voulez, mais nous exigeons que cette histoire de parrainage soit sautée. Nous exigeons que le code électoral soit rendu un peu plus accessible à tout le monde. Inch'Allah, peut-être que demain, si on a le pouvoir, on pourra ramener la démocratie à la base. On pourra vraiment ramener la démocratie à ce qui était dans notre pays, même si ce n'était pas parfait. On critique qu'il y avait 15 000 partis politiques. Qui ça a déjà dérangé qu'il y ait 15 000 partis politiques? Est-ce que ça a empêché quelqu'un ici de reconnaître son logo sur le bulletin de vote? Qui ça embête? Qui ça embête si 7 se présente à papa et qu'il perd avec 3 voix? Qui ça embête? Si lui, il prend la décision d'y aller, c'est le problème de qui? J'ai toujours donné l'exemple du Front National en France. Jusqu'en 2002, le Front National avait 0 élu, mais il n'a jamais été absent à aucune élection présidentielle malgré le parrainage. Ça veut dire que les autres candidats indépendants, y compris candidats du pouvoir ou des partis régulièrement constitués, s'arrangeaient au nom du pluralisme démocratique à leur garantir les 500 signatures pour qu'ils aillent aux élections. Sans un seul élu, le Front National, en 2002, a réussi à sortir le Parti socialiste qui avait le chef du gouvernement en 2002 aux élections. Et depuis 2002, le Front National s'est toujours retrouvé, sauf une seule fois, je crois, au 2e tour, avec de fortes chances même de prendre la présidence de la République. Nous, au Bénin, tout ce qu'on sait faire, c'est de donner des parrainages à des personnes qui fassent 2% aux élections, alors qu'on disait que ceux qui font 8% sont des candidats fantaisistes.
Si nous, les jeunes, nous n'avons pas compris ça, et que nous sommes là à dire que tel est ci, tel est ça, tel est ci, tel est ça, nous allons continuer à sombrer comme ça. Et vous allez voir que progressivement, nous allons sombrer tous. C'est nos aînés-là qui seront toujours là. Parce qu'eux, ils n'ont aucun scrupule à occuper des places. Les places que vous laissez, ils vont les occuper avec plaisir, sans gêne. Et la pire des races, les jeunes désœuvrés, qui n'ont rien du tout à faire que de s'accrocher pour vivre au crochet de ces aînés-là, parce qu'eux n'ont pas de personnalité, c'est eux qui vont décider pour vous et nous demain. Et on sera toujours limité sur les lives à parler jusqu'à 3 heures du matin, pendant que eux décident pour nous. Ils font des autorités, des gangsters qui deviennent des autorités et des personnes valables et vertueuses qui se retrouvent en prison. Qui est content aujourd'hui que Joël Aïvo soit en prison? Qui est content que Rekia soit en prison? Qui est content que certains soient en exil? C'est le Bénin que nous voulons construire, ça. Et au lieu de ça, nous allons nous asseoir ici, dire oui, tel a plus de courage. Le courage là va aller où? Si vous êtes obligé d'aller quémander le parrainage à un autre parti, le courage là va vous amener où? Non, il faut qu'on arrête. Si on a un combat à faire, asseyons-nous, délimitons les bases de notre combat et sachons, mettons-nous en tête que notre adversaire, ce n'est pas que Patrice Talon et son gouvernement. C'est tous ceux qui tapis dans l'ombre, estiment que si le jeu est ouvert, eux, ils ne vont plus exister. Et ces vermines-là sont partout, dans tous les partis politiques. Partout. Tout système, retenez-le, tout système, quel qu'il soit, le plus machiavélique, le plus perfide possible, arrangera toujours des personnes. Et vous qui voulez que votre voix porte, vous qui n'êtes pas docile, vous qui n'êtes pas des exécutants, vous qui n'êtes pas des larbins, vous serez toujours considérés comme ceux à abattre. Je vous parle d'expérience. Je vous parle d'expérience. Je ne suis pas naïf. Ce n'est pas par naïveté que je suis dans une formation politique. Ce n'est pas par naïveté que j'ai refusé d'appartenir aux instances de direction du parti. Je ne crois pas aujourd'hui qu'au sein du Parti Les Démocrates, bien que je ne sois ni député, ni membre du bureau, ni dans les instances de direction, je ne pense pas que quand je tousse, ça ne secoue pas jusqu'au sommet du parti. Pourtant, je ne suis absolument rien sur le plan institutionnel. Un titre ne va pas vous apporter quelque chose de plus si vous-même, vous ne vous êtes pas construit d'une manière ou d'une autre. C'est votre personne qui va en rajouter au titre. C'est le petit message d'exhortation que je tenais à vous apporter. On a les mêmes problèmes. On a les mêmes difficultés. Sachons affronter ce que nous avons comme problème. Sachons les identifier. We should stop beating around the bush. On doit arrêter de taper autour du serpent. Attaquons le serpent lui-même. Attaquons le serpent lui-même, détruisons-le, et vous verrez que plutôt que d'être des accessoires de nos aînés, ils finiront par comprendre que c'est nous la cheville ouvrière et que c'est nous qui devons être devant. C'était mon message de ce soir. Merci à vous, M. Nouroudine. Merci. Vous permettez, j'ai une question pour lui, s'il vous plaît. Allez-y, rapidement. Merci beaucoup. Et, Monsieur NDS, je ne vous connais pas, mais vous saurez déjà, parce qu'il y a des gens ici qui savent que j'ai été même le premier, sans vous connaître, à vous proposer comme étant candidat aux élections de 2026, parce que je vous ai toujours entendu, je vous ai toujours apprécié. Je pense bien, j'étais tombé sur une vidéo où vous faisiez une promesse au président Patrice Talon. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup motivé. J'ai dit, bon, ce monsieur, il peut faire le job. Il peut faire le job. Et cela m'a motivé aussi à aller faire des recherches personnelles sur vous. Et j'ai contacté certaines personnes qui m'ont dit, bon, c'est vrai, vous êtes déjà dans les transactions et autres. Écoutez bien, je vais vous dire une chose. Monsieur NDS,
Vous savez, la jeunesse béninoise aujourd'hui est une jeunesse de plus en plus consciente qui, franchement, a compris. Vous verrez, vous avez dit exactement ce que je pense et ce que je me tue toujours à dire aux jeunes. Ceux-là ont toujours profité de nous. C'est-à-dire, ils nous traitent comme des bétails. Élection arrive là, allez distribuer 2000 à ces ignorants là. On nous distribue les 2000. Ou quand il y a leurs intérêts qui sont en jeu, allez distribuer 5000 à ces jeunes. Nous allons manifester. Dites-moi, les 4 personnes qui ont été tuées dans les manifestations de Kadianou et autres, c'est des jeunes. Les gens qui ont été tués à Tcharou, les gens qui ont été tués à Tcharou, à Patabayo, c'est des jeunes. Vous ne verrez jamais quelqu'un, personne, aujourd'hui, que ce soit de l'opposition ni de la mouvance aujourd'hui. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Oui, je veux. Fait front aujourd'hui au danger. C'est nous qu'ils envoient. Et aujourd'hui, nous devrons, en tant que jeunes aujourd'hui, militer pour nos propres intérêts. Et moi, personnellement, je vous garantis déjà que nous allons vous soutenir. Et que s'il y a des membres ou des dirigeants du parti LD qui sont là aujourd'hui, qui comprennent aujourd'hui que la jeunesse béninoise aujourd'hui, à défaut, je le dis très bien, à défaut, parce qu'à défaut de rien, on se contente du peu. Nous nous contentons du parti LD aujourd'hui parce qu'il n'y a plus aucun parti qui représente l'opposition au régime brutal, hein, et même dictatorial du président Patrice Talon aujourd'hui, que nous sommes obligés de soutenir le régime, le parti LD. Et nous soutenons le régime par LD aujourd'hui pour nos intérêts. Et si nous, aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a un jeune, qu'il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui représenter nos intérêts, si jamais ils nous font le coup de 2023, où à la dernière minute, ils ont sauté les jeunes de la liste électorale, je leur promets tout que ça va mal se tenir. Ça va mal se passer. Ça va très mal se passer pour eux. C'est bon, la patrouille, la qu'ils mort, acceptent, bon. permets-moi de finir, s'il te plaît, qu'ils acceptent aussi la jeunesse de la volonté de la jeunesse. C'est quoi la volonté de la jeunesse aujourd'hui? Nous voulons NDS aujourd'hui, candidat aux élections, candidat LD aujourd'hui aux élections de 2026. S'il y a des négociations et autres affaires, que ça se fasse. Je ne sais pas si je m'en fous de que ce soit campagne ou pas. Je parle aujourd'hui de mes convictions et de ma volonté. Le reste, je m'en fous. Amand, je vais te dire une chose, sois un réaliste. Non, écoute-moi, je t'ai bien écouté, mais je vais te dire aussi que sois un réaliste. Oui, Philippe, s'il te plaît, je te dis pourquoi est-ce que je dis ça. Ma photo 4 Léo, c'est ça, c'est comme ça. Faut être doucement. Voilà. Je ne suis pas d'accord. La patrie, on te parle. Tout est une question de stratégie et de manière de parler. À la dernière minute, soyons prudents. La patrie, on va passer la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé, s'il vous plaît. On va passer la parole, la patrie. Merci beaucoup pour votre intervention. On va passer la parole à M. Seth et après 3 minutes.